On repart les amis. André, JEDI, donc Joint European Disruptive Initiative, organise 2 jours de conférences, tech et prospective. Qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu veux dire? Alors, le sujet, ce sera sur la souveraineté technologique. On va réunir sur différents sujets qui sont absolument essentiels pour nos sociétés. La santé, la transition énergétique, les matériaux, le digital, des penseurs qui vont nous aider à réfléchir qu'est-ce que c'est le coup d'après. Si véritablement en France et en Europe, on ne veut pas être en permanence dans le rattrapage qui est de moins en moins utile aujourd'hui dans ce monde qui accélère, il faut qu'on essaye justement d'anticiper. Et en fait, l'idée, c'est l'interdisciplinarité, c'est trouver des gens qui viennent du monde des startups, qui viennent du monde académique et vraiment mixer ces mondes-là, ce qu'on n'a pas vraiment réussi à faire aussi au niveau européen. C'est-à-dire on a différentes perspectives. On le voit sur cette guerre, à quel point les pays baltes avaient peut-être une vision un peu différente que nous à l'Ouest sur ce qui se passerait. Et donc, on va réfléchir sur tous ces thèmes. Nous, ça va nous aider sur la mission de JEDI qui est quels sont les grands défis qu'on lance, quels sont les sujets qui sont vraiment les goulots d'étranglement qui, s'ils étaient cassés, qui, si on arrivait à passer devant, nous permettraient d'avoir un avantage compétitif. C'est toujours ta grande histoire, André. Tu dis la stratégie européenne reste pick the winner. Il y a un truc qui marche, alors on va mettre le paquet sur ce truc qui marche, sans se demander si c'est la solution à échéance 10, 15, 20 ans. Disons qu'on n'a pas prouvé en Europe qu'on était les plus rapides sur la mise en œuvre. Là, il faut bien avouer que les grandes plateformes américaines, Elon Musk, etc., nous donnent des exemples tous les jours. Donc, être bon à la mise en œuvre et faire plus vite, meilleur que les autres, je ne pense pas que ça soit notre bon combat parce qu'on est fragmenté, parce qu'on est une diversité, etc. Par contre, avoir la capacité d'anticiper, ça devrait être la force, surtout dans un monde, et on le voit bien avec la crise en Ukraine aujourd'hui, où on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc la capacité à se projeter à 2, 3, 4 ans, il ne faut surtout pas le laisser aux pays autoritaires qui justement arrivent avec un modèle très vertical et qui semblent nous donner des leçons. Je pense qu'en Europe, on a la capacité de le faire, mais à nouveau être très concret, c'est-à-dire ne pas faire de la recherche dans tous les sens, ne pas s'éparpiller, mais essayer de cibler c'est quoi les 5, 10, 20 batailles qu'il ne faut pas perdre. Parfait, parfait, parfait. Donc, rendez-vous le 29 et 31 mars. J'imagine sur le site de JEDI, c'est voilà, Foundation. Oui. Retransmis, on va te faire sauter ton truc, tu vas voir. Tu voulais ajouter quelque chose, Philippe, avant que je te coupe la parole pour la pause? Non. On repartait sur la guerre. Non, mais je rebondis sur cette interdisciplinarité. C'est intéressant parce que il y a 2 ans à peu près, Joël Mokyr avait sorti un bouquin en français sur la croissance. J'ai plus exactement le titre en tête, mais peu importe. La culture de la croissance, ça s'appelait chez Gallimard. Et c'était cette idée de dire la révolution industrielle a eu lieu en Europe parce qu'en Europe, on a justement réussi à créer cette diversité entre les régions européennes et entre les disciplines européennes. Et lui suggère, démontre que c'est cette façon de faire et cette réflexion, cette capacité à réfléchir ensemble qui a, à terme, généré la révolution industrielle en Europe et pas ailleurs dans le monde. Et donc, moi, je vais aller regarder le site JEDI en rentrant chez moi. Magnifique. Erwan, un commentaire? Amen. Non, j'ai juste le débat qu'on avait donc avant la pause. C'est vrai qu'il y a donc la fameuse lettre annuelle de Larry Fink aux actionnaires de BlackRock. L'invasion russe de l'Ukraine a mis fin à la mondialisation que nous avons connue ces 3 dernières décennies. Tu vois, il arbitre en faveur de Philippe plutôt. La sécurité énergétique a rejoint la transition énergétique en tant que priorité mondiale, ce qui légitime, dit-il, oui, parce que derrière, quand même, ce qui légitime la volonté de BlackRock de continuer à travailler avec les entreprises d'hydrocarbures. Voilà. C'est pour ça que j'accorderais plus de crédit à ce que vient de dire Philippe que à ce que vient de dire M. Philippe. Mais bon, non, parce que mais tu vois, il a mis une pression, mais on l'a beaucoup raconté, mais depuis 4-5 ans, l'énorme pression ESG, elle vient quand même en partie de BlackRock, quoi. Donc sûr, voilà. Elle vient donc là, il change un peu son fusil d'épaule, c'est clair. Elle vient pas de BlackRock, elle vient du marché qui du coup, dont BlackRock s'est fait après c'est fait le porte-parole. Oui, tu as raison. On peut pas dire que c'est BlackRock qui s'est levé un jour en disant on va faire de l'ESG. C'est parce qu'il y a une appétence des consommateurs
consommateurs et notamment des salariés pour avoir sur. Mais juste une petite remarque. Notre ami Philippe Manière avait dit on a voulu remettre en cause totalement des décennies de mondialisation parce qu'un mec a croqué dans un pangolin pas frais. Je pense que c'est pas parce que justement on a une puissance étrangère qui a envahi un pays voisin qu'il faut remettre en cause toute la mondialisation. Moi, les gens qui t'annoncent la fin de la mondialisation dès qu'il y a un événement exogène, dès qu'il y a un signe noir, moi, surtout pour en plus te vendre derrière leur truc. Moi, c'était le débat qu'on avait à la fin de la semaine dernière. Je le dis très rapidement. Moi, le sujet, c'est quand même... Alors, je le disais, je vais très très vite. J'ai été grand reporter, j'ai grandi dans les guerres des années 90, qui étaient des guerres de faible intensité. Et jamais on imaginait, quand on était à Sarajevo, jamais on imaginait qu'à nouveau, des avions se mettraient à bombarder des villes. Et puis, tu as vu monter le truc petit à petit quand même, qui a commencé en partie en Irak. La Syrie a amené une intensité de combat que franchement, je n'imaginais pas. Enfin, ça a commencé d'ailleurs en Tchétchénie, très exactement. Voilà. Et donc, tu es à nouveau dans une montée d'intensité des guerres. C'est tout ce que je constate. Tu as forcément quand même là une inversion de tendance. Voilà. Mais je ne pense pas qu'on puisse y voir une fin de la mondialisation. Enfin, peut-être une mondialisation par régionalisation qui va se faire, qui va s'opérer. Mais quand on regarde aujourd'hui, le monde entier est régi. Enfin, on parle des impacts économiques, on ne parle pas des impacts géopolitiques, on ne parle pas des impacts économiques, on parle de l'arme économique là-dessus, on parle de l'impact sur les ménages. Et je pense que justement, il ne faut pas du tout y voir une fin de la mondialisation. Peut-être une modification peut-être une intensification de la mondialisation à venir, notamment d'un point de vue économique, pour justement éviter ce genre de problème-là. Mais moi, je n'y vois pas du tout une fin de la mondialisation. Non, mais très beau débat. Je pense que c'est plus compliqué que ça parce que tu parlais de sécurité énergétique, André parlait de sécurité alimentaire, ça change la donne. Ben, bien sûr. Ça change la donne complètement. Sûr, parce que d'un seul coup, chacun veut tirer la couverture à lui. Exactement. Et donc, la dynamique des échanges sur laquelle par laquelle on était porté change de nature. On va sécuriser nos approvisionnements en énergie, on va sécuriser nos approvisionnements en blé, maïs, tout ce qu'on veut. Et si on peut le faire au détriment de quelqu'un d'autre, on le fera. Et là où les choses vont être plus complexes, c'est que depuis 30 ans, une bonne partie de l'industrie est partie des pays développés, que ce soit des États-Unis ou de l'Europe. On a nos ordinateurs, téléphones portables ou je ne sais quoi, ne sont plus fabriqués localement. Donc on reste dans cette mondialisation avec un risque très fort qui est que finalement, comme les Chinois fabriquent nos téléphones, eh bien, ils le mettent au prix qu'ils souhaitent. Mais juste un tout petit point. Le truc intéressant étant, ça nous ramène au grand débat de tous les débats un petit peu du monde d'avant, tu sais, sur l'iPhone ou l'eau courante. C'est-à-dire là, j'y pense juste maintenant. Je crois qu'il est quand même un peu plus simple de se passer d'un iPhone que du gaz. Absolument. C'est ça le sujet. Absolument. Voilà, oui, c'est mais le sujet. Voilà. oui. Et donc, où sont les avantages comparatifs de chacun ? Et l'Europe puissance agricole doit absolument, alors pour le coup, investir sur cet avantage comparatif, parce qu'à la fin des fins, c'est quand même l'agriculture. Le programme Farm to Fork doit être rediscuté. Oui, mais il faut plier les choses. Mais bien sûr que l'iPhone versus l'eau... Farm to Fork, juste. Farm to Fork, oui. Je me trompe tout le temps. Et sur l'arbitrage iPhone contre de l'eau, oui. Mais si on n'a plus de produits techno, qu'on n'est pas capable de les fabriquer, comment on fait ? Bon, juste un point, Stéphane. Je t'en prie, ce que vient de dire Philippe et ce que disait André, c'est interconnecté et c'est essentiel. Alors, c'est dommage qu'on n'en parle pas dans la campagne, mais l'économiste argentin Harold Prebisch disait que la souveraineté, c'est la capacité de choisir ses dépendances. J'adore cette phrase. Et le fait aujourd'hui, justement, que la France se retrouve... Pourquoi est-ce que la Chine, aujourd'hui, ne se dit pas « je vais soutenir frontalement la Russie dans son conflit » ? Parce que, tout simplement, la dépendance qu'on a avec eux, c'est une dépendance de consommateurs. Mais demain, justement, leur marché grossissant, l'Inde grossissant, la classe moyenne émergente en Afrique, on perdra justement cet avantage. Là, pour l'instant, l'avantage comparatif qu'on a par rapport à eux, c'est simplement d'être les dindons de la farce, d'avoir des belles cartes bleues. Si du coup, demain, on n'a pas ces avantages comparatifs d'un point de vue technologique, et ça peut passer par l'impression de micropuces, ça peut passer par la gestion de logiciels qui sont embarqués dans des voitures autonomes ou peu importe, on perdra notre seul avantage comparatif d'un point de vue géopolitique. Mais ça, je crois que tout le monde l'a un peu compris. Les décisions d'investissement annoncées ici ou là. Non, je suis pas d'accord parce que quand tu as un Bruno Le Maire qui te dit
ah là là, l'Inde a bloqué du 15 mars au 15 juin les exportations de paracétamol. Du coup, nous, il faut qu'on puisse produire du paracétamol sur notre territoire, sachant que le coût de production en français, il est 30 fois supérieur à l'heure que le produit. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'a besoin l'Inde de manière vitale pour ne pas justement faire d'embargo sur son paracétamol à l'export. Et c'est cette question-là. D'ailleurs, l'Inde, Boudi avait dit on n'exporte plus de paracétamol à un produit mondial. Il y a eu des exportations qui sont faites en échange d'importation d'autres biens, notamment des biens à forte valeur ajoutée, des biens technologiques. Donc, on ne se pose pas cette question-là. Et vu qu'on a une classe politique qui se dit on n'a plus de paracétamol, il nous faut du paracétamol en France, on n'arrivera pas. Donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. C'est pas du tout dans le débat. On est dans parce que la population, là encore, se dit au journal de 20h, on me dit qu'il n'y a plus de paracétamol, il faut que je produise du paracétamol. Et pas il faut que je produise tel et tel composant de tel et tel avion. C'est ce que nous disait André. Oui, mais c'est pour ça que Jeddah est important. Malheureusement, André aujourd'hui est minoritaire dans l'opinion politique. Je veux dire, les politiques devraient tous avoir le discours d'André. Ou André devait être un politique, ça c'est autre chose. Mais on n'a pas. Je vais envisager les deux options. Non, mais tu vois, on n'a pas. Aujourd'hui, on est plus dans la logique. Mais il est trop tard pour déposer les 500 parrainages. On est plus dans la logique paracétamol que dans la logique justement micropuce que défend André. Et ça, je le regrette. Et malheureusement, c'est totalement absent du débat politique. Le plan, le France Relance. Alors, je suis pas, mais c'est pas du tout la logique paracétamol. Ça, je suis d'accord. J'ai discuté récemment avec Bruno Bonnel. Il est vraiment pas dans la logique paracétamol. Mais c'est tout neuf. C'est tout neuf. C'est tout neuf. Oui, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Et le coup, en plus, c'est quelqu'un qui connaît les deux volets, le volet politique et le volet entrepreneurial. Donc, je pense que c'est un bon casting. Peut-être un point sur Bruno Bonnel et donc France 2030 dont tu parles. Totalement. Pour la première fois, on met des priorités. La vraie question aujourd'hui, on revient sur la méthodologie, c'est qu'il ne faut pas que ces priorités soient gérées de manière interministérielle, parce que sinon, on va avoir à nouveau le court terme. Pour moi, le paracétamol, c'est la souveraineté technologique émotionnelle. C'est le court terme, on essaie de régler. Quand je vois malheureusement les dernières décisions, je vais prendre un exemple sur les semi-conducteurs. Là, on vient d'annoncer avec force trémolo que on a Intel qui met sa grande usine nouvelle de semi-conducteurs, malheureusement en Allemagne. Mais déjà, c'est en Europe. Sauf que, est-ce qu'on a imposé à Intel des transferts de technologie ? Non. Est-ce qu'on a bien compris que nous allons financer 30 à 40% par des subventions européennes, finalement, le sauvetage d'Intel ? Non. Est-ce qu'on a analysé que les seuls qui ne savent pas faire les puces aujourd'hui les plus avancées, celles qu'on veut avoir dans 5 ans, c'est très court, c'est justement Intel, c'est TSMC et Samsung qui savent le faire, mais pas Intel. Alors certes, on va avoir une belle cathédrale que les hommes politiques et femmes politiques vont pouvoir inaugurer, mais on n'a pas réfléchi stratégique. Tu dis Intel, toi ? Oui, on peut dire Intel, mais bon, comme vous. Ah oui, quand même. Intel Inside. Voilà. Donc on va coup marketing d'une puissance extraordinaire. Et donc l'Europe va être Intel Inside, mais je ne sais pas comme ça, je sais pas si ça va être. Ce que tu dis sur les puces les plus modernes, etc. et tout, c'est béton armé, c'est validé. Ça me surprend un peu quand même. Le fait que Intel ne savent pas le faire. Le fait que Intel soit à la ramasse à ce point-là par rapport à TSMC. Ils ne sont pas à la ramasse, mais ils sont clairement pas ceux qui aujourd'hui ont démontré. On est dans un monde de track record, pour parler de. Et aujourd'hui, les seuls qui ont la compétence pour le faire. Reconnu. Alors on peut espérer, on peut faire des paris, mais est-ce qu'on veut faire des paris à 30 milliards d'euros avec de l'argent du contribuable européen ? Ça, c'est des vrais paris. Je pense que là, à nouveau, on mélange pas assez les sujets. D'un côté, avec le DMA, on est en train d'essayer de Digital Market Act, de prendre les plateformes vendredi, et d'éviter que les plateformes deviennent hégémoniques et partagent et qu'il y ait de l'interopérabilité. Très bien. De l'autre côté, on a ce sujet. On veut qu'il y ait ça. On veut qu'il y ait de l'interopérabilité, du partage, aucune donnée qui parte aux États-Unis. Il y a un vrai sujet, parce que là aussi, le track record des Européens pour mettre en œuvre les amendes, derrière les discours, il est à vérifier, parce qu'aujourd'hui, très peu a été payé. Mais peu importe. Qui sont aujourd'hui ceux qui vont avoir besoin des puces les plus avancées ? Dans le téléphone que tu citais, il y a 80 puces à faible compétence, elles sont à forte compétence technologique, mais elles ne sont pas très avancées. Il n'y en a qu'une seule qui est la plus avancée. Ceux qui vont avoir le plus besoin aujourd'hui de ces puces les plus avancées, c'est les téléphones portables, personne n'en produit en Europe, et de l'autre côté, ces grandes plateformes. On aurait pu faire là, pour le coup, un deal extrêmement intelligent en imposant à ces plateformes d'acheter des puces européennes qu'on produit dans nos usines les plus avancées. Et là, on aurait soudain transformé ces plateformes, en ce que disait Erwan, en nous obliger, parce que c'est de nous qu'ils auraient servi. Mais ça, c'est un peu de la grande stratégie, et je trouve que là-dessus, on n'en a pas assez au niveau européen. Tu vois, Erwan, André, là où il y a quelque chose d'un peu désespérant, c'est que tu regardes sur l'avion de combat du futur,
c'est Dassault et Airbus qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'à tous les échelons, tu n'as pas de stratégie, tu n'as pas de types qui sont capables de renoncer un petit peu à ce qu'ils pourraient avoir pour le donner à l'autre, pour essayer de faire un ensemble plus grand. On l'a quand même fait dans beaucoup campagnes de cas. présidentielles. Moi, je suis pas désespéré, mais je pense qu'il faut probablement effectivement ne pas pick the winner, ne pas dire dès le début que c'est Dassault et Airbus, mais dire c'est le meilleur. Et là, en l'occurrence, c'est prendre Dassault, mais je suis pas... Les gars, je me retourne vers les économistes, là, il nous reste un petit quart d'heure. Cette histoire de RSA, ça me passionne parce que... il n'y en a pas beaucoup des bugs comme ça, absolus, entre les économistes, la théorie économique et, je crois, une forme de consensus, et la volonté majoritaire des citoyens. L'ensemble, on va dire, une large majorité de citoyens pensent que oui, absolument, il faut des compensations au RSA, et donc il faut travailler d'une manière ou d'une autre quand on reçoit le RSA, et l'ensemble des économistes disent, mais non, ça ne marche pas, et c'est même contre-productif. On est d'accord là-dessus? Comment on explique ce bug? Comment on explique ça? Alors, je pense qu'il y a deux visions différentes sur le RSA. Hein. Je ne fais pas la campagne d'un tel ou un tel, mais un tel. Attends, parce que la vision de Macron, si toi tu l'as en tête, tu es le seul à l'avoir. Je crois que même lui, il ne l'a pas encore. Je l'ai comprise, en tout cas, je pense avoir compris en discutant avec certains de ses conseillers en amont pour comprendre un peu le logiciel. Là, il y a une vision qui est celle de Pécresse, qui est de dire ça suffit, l'assistanat, en échange de 500 €, vous devez bosser. C'est la logique Wauquiez, etc. Logique de droite basique. C'est un marqueur politique. Il y a la vision Macron qui, du coup, là, à mon avis, est plus intéressante. C'est pas vous devez bosser pour avoir ces 500 €, c'est en plus des 500 €, je vais vous filer une occupation. La littérature économique, elle renseigne très bien la chose. Hein. Vous avez, au bout de 6 mois d'inactivité, une perte de compétences, une diminution du capital humain, une érosion du capital humain. D'ailleurs, c'est pour ça que le chômage frictionnel des cadres, en général, c'est 3 mois, pas plus. Parce qu'il y a même une dépréciation du salaire qui est acceptée pour justement rester dans l'emploi. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont au RSA sont des gens qui, pour la plupart, ont connu déjà plus de 2 ans d'inactivité. Et donc, du coup, sont des personnes qui, aujourd'hui, sont inemployables. C'est simple, 7 ans après la création du RSA, la moitié des allocataires sont encore au RSA. Voilà. Bien sûr, mais parce qu'en fait, du coup, vous avez des gens qui sont démotivés, qui ont perdu leur dignité, qui ont perdu leur envie d'aller sur le marché du travail. J'ai travaillé avec Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, qui est pour moi une initiative absolument extraordinaire. D'ailleurs, ceux qui pensent que ça ne marche pas, Olivier Boubolga, l'économiste à l'Université de Poitiers, a fait un rapport magnifique critiquant les bonnes et les mauvaises choses. Point final, c'est quand même que ça fonctionne extrêmement bien. Qu'est-ce qui fonctionne là-dessus? C'est qu'un mec, au lieu d'être chez lui, qui touche ses 530 € par mois, etc., vous lui faites arbitrer un match de foot le dimanche matin. Vous lui faites encadrer une sortie scolaire avec des gamins. Mais il faut aller le chercher, Erwan. Comment tu vas le chercher? Qui va le chercher? Qui l'encadre? Qui s'assure? Mais c'est pas possible. Dans ces cas-là, pas les effectifs pour faire ça. Si tu les as, tu t'appuies sur les associations. Il y a des associations, tu leur dis justement dans leur vision d'insertion, vous leur dites, vous occupez de telle et telle personne. Les associations sont toujours en demande de besoin de bénévoles. Je peux te le dire de source sûre. Tu vas justement leur dire, vous avez un bénévole qui vient justement gratuitement. En échange, on demande juste à ce que justement vous l'encadriez cette personne-là, pas avec un encadrement accru, mais juste l'inclure dans un collectif. Mais c'est un métier d'encadrer quelqu'un qui est dans cette situation. Non, mais ça marche. C'est pas le retraité sympa qui va faire dring-dring à la sonnette pour dire viens, on va au match de foot. Stéphane, ça ne fonctionne pas. Je te dis, les exemples de Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, ça marche parce que les mecs, tu vas les chercher, tu as des fois des filtres, etc., mais tu vas les chercher, tu les remets en emploi, tu les remets en situation. Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, 80% des mecs qui justement sont des trucs là trouvent un emploi durable derrière. 80%. Si jamais tu appliques ne serait-ce que 50% des allocataires du RSA qui retournent à l'emploi derrière, tu crées 3 points de PIB de richesse en plus par an. Là, je suis désolé. C'est un problème d'effectif. C'est combien de personnes, Territoire Zéro Chômeur? 80, 100, 150 personnes que tu as mis dans le truc. Parce que pour l'instant, on a un problème d'effectif. C'est comme le gaz, à un moment, tu as un problème physique. Pour l'instant, il y a combien d'expérimentations sur le territoire? Il y a 100 expérimentations. Il y a eu la loi Grand Guillaume II qui est passée il n'y a pas longtemps. On a doublé ou triplé le nombre d'expérimentations. Fais une expérimentation. Le RSA, c'est 10,9 milliards d'euros par an. Tu te dis, plutôt que de faire des chèques à tire-larigot, justement, de machin, tu te dis, moi, je vais mettre 10 milliards sur l'accompagnement, je vais mettre 10 milliards sur les expérimentations de Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Et là, c'est pas 100, 200, 300 projets, c'est 200 000, 300 000 projets que je vais chercher. 300 000 projets, c'est simple, c'est quoi? C'est 6 allocataires du RSA par projet.
C'est pas énorme. Tu vas chercher ces associations, tu as plus de 5 millions d'associations en France. Tu vas chercher, tu te dis 200 000 associations, je vous file 10 milliards d'euros sur 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Vous prenez chacun 6 allocataires, on reprend ce qui a marché dans le territoire zéro au chômage longue durée, je mets un contrôleur du travail, je mets un mec de France Travail qui va justement regarder, il a son scope, il a chacun, va avoir 15, 20, 30 associations à gérer. On fait ça sur 5 ans et on voit si ça marche. Et moi, je te mets mon billet que ça marche beaucoup mieux que de dire restez chez vous, surtout gardez vos 500 euros à regarder les feux de l'amour, ou alors trouver un boulot d'intérêt général que je trouve encore plus humiliant et encore plus justement, parce que tu n'as pas ce sas de reformation. Un match de foot, c'est l'équivalent d'un boulot d'intérêt général quand même. Non, mais il y a deux choses différentes de dire je vais chercher le mec pour qu'il aille ramasser des papiers parce que je l'oblige à avoir justement, sinon il n'a pas ces 500 euros là, et de dire je te donne 500 euros et en plus je te donne une allocation non monétaire parce que c'est la seule chance que tu as justement de pouvoir te réinsérer. C'est deux visions totalement différentes avec deux effets aussi totalement différents. Philippe ? Moi, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que la problématique... Mais enfin là, juste, je tiens à dire, c'est une interprétation très très libre d'Erwan de ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron. Hein, oui, deux semaines de campagne. Voilà. Non, mais Parce que lui, il a quand même prononcé le mot emploi et le mot obligatoire. Exactement. Dans sa conférence de presse. Oui, Voilà. lui, Alors depuis, ses conseillers rament derrière. C'est activité, c'est pas travail obligatoire, c'est activité. Il a employé le mot emploi. Oui. Voilà. Ah non, Non, mais activité. Si, non, emploi, je t'assure. la difficulté sur ce type de situation, c'est que depuis la fondation du RMI, il doit y avoir une contrepartie en termes de formation. Et ça fait le RMI à 30 ans ou 35 ans, je ne sais plus. Donc, et ça n'a pas fonctionné. On n'a pas eu d'impulsion. Alors, il y a eu cette initiative qu'Erwan évoquait sur Territoire zéro chômeur. Territoire zéro chômeur, qui donne des signaux intéressants. Très débattu, je le dis aussi d'un mot, allez regarder ça. Bien sûr. Notamment Pierre Cahuc, l'un des grands spécialistes du marché du travail. Erwan lève les yeux au ciel. Oui. L'un des grands spécialistes du marché du travail. Ça coûte combien, ça rapporte combien. C'est pas comme ça qu'il faut regarder. Il faut regarder on peut toujours discuter, sauf que effectivement, l'objectif de cette initiative, c'est de faire bouger les choses. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Si tu veux descendre sous les 7% de taux de chômage, tu es obligé d'en passer par là. Oui, et donc, l'objectif, c'est pas de dire il faut faire un emploi obligatoire, parce que là, effectivement, la critique qui a été portée est de dire on fait des jobs sous-payés, et donc les collectivités, tout le monde va pouvoir... Non, puis surtout des gars inefficaces, une administration qui perd son temps à contrôler, enfin... Exactement. Non, mais tout faux. On est tous d'accord là-dessus. Par contre... peut-être pas tous, mais une bonne partie des gens qui sont au RSA, qui sont en difficulté, peuvent trouver des moyens de se projeter. Quand on regarde la question des gilets jaunes... Il y a déjà une dispositif considérable pour ça. Mais oui, mais alors la question, quand on regarde la question des gilets jaunes, un des points qui a été débattu est de dire, en fait, les gilets jaunes, c'était assez réparti sur le territoire, dans des zones où les enquêtes le montrent, l'espoir sur le demain et après-demain est inexistant. Ok, et donc qu'est-ce qu'on fait ? On dit, c'est pas grave, on vous fait un chèque, et puis... on leur fait des bagnoles électriques en leasing. Débrouillez-vous, on vous fait des voitures en leasing, c'est pas idiot que etc. On en parlera, non. Mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver une capacité à prendre les choses en main ? André, comment est-ce que tu regardes juste cette histoire ? Je trouve que ça ressemble tellement au sujet nous auquel on est confronté. C'est le triptyque expérimentation. Alors, mais qui doit être accompagné. Et on n'en fait pas assez parce que personne n'a de vérité. Et donc il faut tenter les choses. Mais deuxième chose, pour éviter que justement qu'il y ait une flopée de dispositifs et qu'on n'arrête jamais rien, il faut aussi une évaluation très agile, très dynamique. Et pas s'arrêter là. Et donc arrêter très vite quand ça ne marche pas. Et troisième chose, c'est confiance. C'est-à-dire donner ces fameux 10 milliards à 5 millions d'associations. Mais aujourd'hui, notre bureaucratie est incapable de faire ça. Elle ne fait pas confiance. Et en plus, elle se retranche derrière, c'est de l'argent public. Oulala, oulala. Le plan Juncker, 8 étapes pour avoir un petit peu d'argent, ce qui était censé financer... 8 étapes. Mais oui, 8 étapes. Donc non, aujourd'hui, malheureusement, l'administration, avec tout le respect que j'ai pour elle, n'est pas capable de prendre de risques. Et il ne faut pas essayer de lui faire prendre de risques. C'est comme les banques. Les banques ne vont pas prêter du capital risque pour 2% de taux d'intérêt ou 1% de taux d'intérêt. Ça, c'est intéressant pas leur métier. Tu sais que c'est l'une des phrases clés de Bruno Bonnell, justement.
le droit à l'échec. Oui. Il faut reconnaître à l'État le droit à l'échec. Et Bruno dit, ça ne marchera, France Relance, que si on accepte de se planter, que si on accepte de prendre des risques. Je serais ravi de débattre avec lui là-dessus, parce que Machiavel disait déjà il y a 500 ans, on ne change pas une structure, on crée quelque chose à côté. Ouais, on ne changera pas l'administration, même si on dit à des fonctionnaires, parce qu'on leur a appris pendant 30 ans à ne pas prendre de risques. On ne va pas les faire prendre des risques en 6 mois, c'est pas possible. Et malheureusement, l'urgence, que ce soit sur le RSA ou que ce soit sur la dépendance technologique, c'est maintenant. Et donc, juste pour finir, puisqu'il nous reste 3 minutes, Erwan, et effectivement, le truc est intéressant, territoire zéro chômeur, c'est pour toi une logique radicalement différente de emploi aidé, Hollande-Valls, enfin de la logique qui est la logique de la France depuis 20 ans, qui est de dire on crée en fait des activités artificielles pour y loger des gens qui n'ont de toute façon rien à y faire. Alors, Et qui n'a pas bien fonctionné du tout. Bien sûr, qui est un massacre total, et en plus humiliant, comme le dit très justement... le territoire, enfin, c'est pas l'activité artificielle. En fait, tu pars déjà du besoin de la personne. Il y a des personnes, territoires de chômage longue durée, deviennent des cantinières, des aides-cantinières. Donc, t'en as un qui avait... il y avait un exemple qui était flagrant. Le mec te disait, ça fait 6 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une boîte, je buvais mon litre de whisky tous les jours devant la télé, et c'était tout. Et là, en fait, le fait d'être réinclus dans un collectif, le mec a dit, c'est quoi ta passion? Moi, j'adore les vers de terre. Et en fait, il a commencé à faire de l'engrais avec ça, et maintenant, il a la tête d'une PME de 25 personnes, le mec. Et tu vois, donc il a créé 25 emplois. Le mec, on est allé chercher chez lui, buvait son litre de whisky. Et juste le fait de dire, qu'est-ce que t'aimes? Donc au début, il a travaillé avec les mecs, tu vois, Qu'est-ce que t'aimes? Les vers de terre? Mais aujourd'hui, il a 25 emplois. Bravo. Stéphane, ça devrait être toi qui adore les TPE. Mais ça te montre quand même que t'es sur un exemple incroyable, quoi, sans doute rare. T'en as plein d'autres. Les mecs, il travaillait avec le service jardinage de la commune. Il était juste là, donc en fait, ça coûtait rien à la commune, parce que le territoire de longue durée, c'est l'État qui verse ce que on te verse normalement annuellement, en une fois ou en plusieurs fois, pour justement permettre. Et donc, du coup, il dit j'aime bien ça, j'ai appris tac. Il a fait une petite formation après gestion d'entreprise. Le mec, il a créé sa boîte. T'as énormément de mecs qui demandent qu'une chose, c'est de pouvoir s'épanouir. Et justement, c'est une inverse de la logique, c'est de dire qu'est-ce que tu veux faire, et nous on est là en soutien pour t'aider. Et pas qu'est-ce que tu peux faire pour justifier le fait qu'on te donne ça. Je comprends ça. Et c'est pour ça, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est cette logique machiavélique ou schumpeterienne de dire effectivement le nouveau crée toujours et pousse toujours à côté de l'ancien, et en général il fait toujours par l'écraser. C'est ça qui est aussi intéressant. Schumpeter était pessimiste. Hein. Il disait ils se mettent ensemble et ils créent une nouvelle rente. Le nouveau et l'ancien se mettent ensemble et créent une nouvelle rente. Merci les amis, merci beaucoup pour cette discussion fort sympathique. Demain donc, on prolongera un petit peu la discussion qu'avait André autour de la souveraineté numérique. Qu'est-ce que ça veut dire souveraineté numérique? Et puis on se retrouve mercredi pour parler d'automobile.